Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très content de vous savoir là. J'ai des invités de feu cette semaine. Andréane Rochette qui nous invite à participer à la grande journée des petits entrepreneurs. Aussi Sonia Doucet qui est du collège ici, citoyen, a mis sur pied un projet pour valoriser le français auprès des jeunes. Sylvie Tourigny, l'humoriste qui prépare son premier one-woman show. Elle est actuellement en rodage. Stats vient nous parler de son nouvel album et de son nouvel extrait. Aussi présence de Guylaine Archambault du Musée de la Santé Armand Frappier, José Laberle du Cap Laval, Jasmin Roy de la Fondation Sophie Desmarais et Jasmin Roy qui est là pour nous parler d'une récente étude pan-canadienne sur la diversité culturelle. Présence également de Nicolas Vincent Poirier pour parler du plus récent film lié à la planète des singes. Occasion aussi de pouvoir bavarder avec Robert David, qui est de la Société philharmonique du Nouveau Monde. Prochain spectacle bientôt présenté sur le territoire de Sainte-Thérèse. Là-dessus, je vous souhaite une très belle émission. Depuis 1961, bien que le nom a changé, les valeurs sont demeurées. On veut valoriser la musique classique, l'art lyrique aussi, pour ce qui est du chœur philharmonique du Nouveau Monde, Basse-Laurentide. J'ai avec moi d'ailleurs, en prémisse d'un spectacle qui s'en vient en juin prochain, le président du conseil d'administration, c'est M. Robert David qui est avec nous. Bonjour M. David. Salut. Content de vous retrouver. On va tout de suite jaser, évidemment, de ce rendez-vous du 14 juin prochain à l'église Sainte-Thérèse-d'Avila, évidemment, à Sainte-Thérèse. Vous nous proposez deux spectacles cette année, le Requiem de Fauré et la messe solennelle de Saint-Rémy de Dubois. Pourquoi ces deux œuvres? En fait, on est en 2024 et les deux compositeurs, ces deux compositeurs français qui se sont connus, sont décédés tous les deux en 1924. Alors, on fête cette année, on célèbre cette année le 100e anniversaire de leur décès. Alors, ça a été une occasion de mettre ces deux compositeurs-là ensemble dans un même concert. D'où l'idée, pour nous autres, le concert s'appelle le concert commémoratif 100e anniversaire Dubois-Fauré. Mais c'est en même temps aussi la 25e année de l'existence de la Société philharmonique du Nouveau Monde. Alors, on en profite pour fêter notre 25e. Et le concert entre dans les festivités du 175e de la Fondation de Sainte-Thérèse. Alors, c'est une année de célébration. Là. Voilà. Ouais. D'ailleurs, vous avez dit qu'ils sont décédés la même année quand on parle de Fauré, puis bien sûr de Dubois. Mais bien sûr, ils avaient les deux leur propre, distinction, leur propre aussi implication, puis leur propre vision de la musique. Là. Oui. Ces deux compositeurs, même s'ils sont contemporains, ils se sont connus, ils se sont même succédés à certains moments dans les fonctions, soit des fonctions administratives ou des fonctions de musique, là, au Grand Orgue, entre autres, et compagnie. Mais ils ont des approches assez différentes de la musique. Lesquelles, justement? Théodore Dubois est un peu plus conservateur qu'a pu l'être Fauré. Il a été formé à une école où c'était principalement les musiques religieuses, qui étaient importantes quand même à l'époque. L'art grégorien un peu? Ou... Non, okay. Non, le grégorien c'était déjà un petit peu passé, mais tous les compositeurs ont composé des messes, des requiems, des oratorios et compagnie. Là. Alors, et Fauré et Dubois ont fait la même chose, mais Dubois, dans sa musique, pour le concert qu'on va présenter, entre autres, la messe solennelle de Saint-Rémy, il a voulu composer ça pour souligner l'arrivée du christianisme chez les Français au 4e siècle, là, avec Clovis. Alors, c'est une messe très pompeuse. Là. Okay. C'est somptueux, mettons. Oui, c'est pour ça qu'ils appellent ça solennel. Là. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez important comme comme musique. Deux, comme orchestration aussi, là, parce que on va quand même se chercher avec l'Orchestre philharmonique du Nouveau Monde une quarantaine de musiciens sur scène là, pour cette œuvre-là, avec beaucoup de cuivre. Donc, c'est très solennel. C'est chargé quand même. Et ça permet de voir son type de musique à lui. Alors que l'autre côté, Fauré, c'est une musique, j'allais dire,
un peu plus en dentelle. Forêt, ça a été les mélodies, mais ça a été son requiem, entre autres, qui est fait à peu près partout à travers le monde. C'est une des plus belles œuvres, je pense, chorales qui a été composée en français. C'est pas en français, mais par un Français. Ouais. Ça, c'est plus en nuances, en douceur. Est-ce qu'on peut parler de poésie un peu, à certains égards? Ou... Ça reste un texte latin, là, je veux dire, qui était celui des requiem à l'époque, mais c'est plus dans la subtilité. Okay. C'est dans... Et pour les choristes, entre autres, là, qui doivent jouer les deux œuvres dans un même concert, là, c'est un défi, parce que passer de Dubois ou de Forêt à Dubois, là, parce que beaucoup dans le concert, il faut commencer par y aller très doux avec le requiem. Et en première partie, c'est le cantique de Jean Racine, là, qui a permis à Forêt, il avait à peine 19 ans quand il a composé ça, puis il a gagné un premier prix de composition à 19 ans, quand même, il faut le faire. Alors, le cantique de Jean Racine qui va ouvrir le concert, et ensuite le requiem qui nous laisse dans cette atmosphère feutrée, douce et pleine de subtilité et de nuances. Et au retour de la pause... Il y a un crescendo, là. Oui, là, on est avec, j'allais dire, entre guillemets, la fanfare, là, parce qu'avec Dubois, là, ça déménage. Là. Je voyais qu'il y a quoi? Il y a 150 choristes aussi impliqués. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de monde, ça? Oui, mais en fait, c'est 160 choristes et un peu plus. Là. L'idée, c'est que nous autres, on pratique à Sainte-Thérèse, là, le chœur philharmonique du Nouveau-Monde, Basse-Laurentide, mais on a des gens qui viennent d'un peu partout, là. La région de Laval, ça va de Laval jusqu'à Mont-Laurier, Fermeneuve. Okay? Donc, les gens se réunissent chez nous une fois par semaine. Donc, nous autres, on est 75 choristes, mais on met ensemble le chef, Michel Brousseau, qui va diriger l'ensemble du concert, dirige aussi le chœur philharmonique du Nouveau-Monde de Montréal et celui d'Ottawa. Alors, quand on donne des concerts, on met les trois chœurs ensemble, ce qui amène une masse de choristes là, qui nous met sur scène. C'est assez rare qu'on voit dans la région à peu près 200 artistes sur scène en même temps. Là. Puis, on peut-tu plastronner un petit peu ensemble? On peut-tu dire qu'on est de calibre professionnel? Oh, oui. Parce que je pense que c'est de la haute voltige vocale. Oui. On n'est pas professionnel parce qu'on n'est pas payé. L'orchestre est professionnel. Oui. L'orchestre lui-même, là, c'est tous des professionnels. Les deux solistes plus le petit chanteur de Laval, ça joue plus dans le professionnel. Nous autres, on appelle chœur amateur parce qu'on n'est pas payé, mais le genre de travail qu'on fait est de niveau professionnel. Oui, vraiment de calibre. C'est un concert professionnel. Oui. Puis, je pense aussi qu'on peut penser, c'est-à-dire qu'il y aura des talents de Laval et est-ce que je vais errer en disant qu'il y a des petits chanteurs de Laval d'impliqués aussi dans le spectacle? Oui, dans le requiem, quand Forêt a composé son requiem, il y a une pièce, entre autres, le Pio Jesu, qui a été composée pour une voix soprano d'enfant. Souvent, on va engager des femmes soprano. Nous autres, on a décidé de revenir à l'original, donc d'aller chercher chez les petits chanteurs de Laval là, un petit chanteur qui va faire le concert. Je pense qu'il y en a un qui le fait à Montréal et à Sainte-Thérèse, puis un autre petit chanteur de Laval qui va le faire, lui, à Ottawa. Là. OK, mais quand même, on peut dire un peu qu'on est impliqué. Là. Tout à fait. Il y a du talent local lavallois qui est impliqué dans le spectacle. Et parlez-moi aussi de la participation, parce que vous avez quand même des solistes et d'autres, des artistes invités. Emmanuel Hassler, soliste ténor, Alexandre Sylvestre également, qui est baryton invité. Parlez-moi de ces deux chanteurs-là. C'est deux gens qui font, c'est deux personnes qui font carrière internationale, là, donc, et qui travaillent avec nous. Ils ont fait le concert l'année passée aussi. Donc, c'est deux grandes voix là, par rapport au monde lyrique. Et on va toujours se chercher, des solistes professionnels pour faire affaire avec l'orchestre et avec le chœur. Là. Donc, Emmanuel et Alexandre sont habitués de travailler avec nous et font habituellement, je n'allais pas dire un tabac, là, mais font un excellent travail comme soliste. Là. Le petit chanteur de Laval, je ne le connais pas, je ne l'ai pas entendu encore, mais... on peut penser que d'habitude, quand on voit le saut des petits chanteurs de Laval, on sait que c'est excellent. Là. C'est ce qu'on se dit. Ah oui, aussi depuis les décennies qui sont passées. Au moment de faire cette entrevue, il reste encore des billets pour le 14 juin? Oui, les billets sont disponibles sur spnm.ca/concert au pluriel ou à Sainte-Thérèse, la librairie Sainte-Thérèse, là, les billets sont disponibles là. Pour les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Ça, c'est notre politique. Ça permet éventuellement de faire connaître la musique à une autre génération. Les initiés aussi. Oui, et donc les billets sont en admission libre
à 60 et 40 $ là, pour un concert exceptionnel. Ben, on a décrit les dernières minutes, ça nous le prouve, on le disait, c'est un calibre aussi qui est professionnel avec la présence d'Emmanuel Asseler, Alexandre Sylvestre. Alors, c'est une invitation à ce spectacle le vendredi 14 juin, 20h, en l'église Sainte-Thérèse-d'Avila, à Sainte-Thérèse, bien sûr. Monsieur David, merci, tout le succès pour cette représentation. Je sais que c'est plusieurs mois de travail pour vous. Oui, merci beaucoup. Merci. Le samedi 1er juin prochain, aux quatre coins du Québec, c'est la grande journée des petits entrepreneurs. C'est une occasion de vivre, pour certains, une première expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat pour nos jeunes de 5 à 17 ans. On en parle tout de suite avec l'ambassadrice du mouvement, justement, des petits entrepreneurs, et c'est avec nous. Donc, c'est Andréane Rochette. Bonjour, Andréane. Bonjour Alexandre. Merci de prendre le temps de nous parler. D'abord, c'est quoi cette grande journée des petits entrepreneurs? La Grande Journée des petits entrepreneurs, en fait, c'est un mouvement qui a pris place en 2014, puis c'est une journée, en fait, là, dans l'année, qui, cette année, est le 1er juin, où est-ce qu'on invite les jeunes du Québec, donc tu l'as bien dit, de 5 à 17 ans, à explorer l'entrepreneuriat le temps d'une journée. Donc, l'idée, c'est d'amener l'entrepreneuriat et notamment faire vivre cette expérience-là aux jeunes pour développer des qualités, finalement, entrepreneuriales, là, quand on pense à la créativité, la confiance en soi, puis la mise en place d'un projet veut pas de A à Z. Quand on parle d'entreprise, ben c'est, par exemple, j'imagine, Alexandre, tu as l'idée là, de la fameuse à la limonade sur le coin de la rue. Oh oui, certainement. J'ai même déjà vendu des limonades à coût de 25-30 cents. Mes limonades n'étaient pas buvables, par exemple. Ça, c'est une autre histoire, par exemple. Mais c'est un peu cette idée-là, mais vraiment, là, selon... toutes les idées sont les bienvenues pour participer à l'événement. Donc, que ce soit de la limonade, des cupcakes, de la création de bracelets, l'idée, c'est d'inviter les jeunes à être créatifs puis à mettre sur pied un projet auquel ils croient et qu'ils ont envie de faire le temps de l'événement. OK, donc c'est pas nécessairement dans le but de créer des entrepreneurs, par exemple, lors de leur ambition, lorsqu'ils deviendront adultes, par exemple, pour un futur métier. C'est vraiment pour les initier au monde de l'entrepreneuriat, finalement, et les valeurs derrière celle-ci, là. C'est en plein ça, tu sais, l'idée de la Grande Journée des entrepreneurs, faut se rappeler, c'est une journée, c'est un événement qui est festif. C'est festif, c'est familial, c'est en dehors également du cadre scolaire. Donc là, on parle pas d'un concours, on parle pas de, il y a pas de normes, il y a pas de, évidemment, nous, on propose qu'on a des guides, évidemment, là, pour aider les jeunes à mettre ça sur place. Par contre, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on s'amuse, on s'éclate, puis c'est de revenir à dans quoi je suis bon, dans quoi je suis bonne, qu'est-ce que j'aime faire de mes temps libres, où est-ce que j'ai peut-être un talent, puis qu'est-ce que je pourrais créer avec ça, où est-ce qu'en plus, je peux me faire des sous puis de l'argent de poche. Donc, c'est vraiment d'initier, puis d'outiller, puis d'inspirer notre Québec de demain, donc notre relève, à ces qualités-là entrepreneuriales qui vont les suivre tout au cours de leur vie. Donc, non, c'est pas de créer nécessairement des entrepreneurs, mais d'avoir le courage, l'audace d'entreprendre notre vie puis nos projets. Oui. Donc, de se découvrir des passions, de socialiser aussi, ça permet peut-être, j'imagine, à des gens peut-être un peu plus timides de pouvoir socialiser, avoir une confiance en eux aussi, là, qui peut se développer à travers ça. Absolument. Très, très bon point. C'est vrai parce que on est derrière notre kiosque lors de l'événement. Tu sais, c'est beau là, de créer notre produit ou de prévoir notre service pour la grande journée. Mais lors de l'événement, là, on est dans un contexte réel de mise en contact d'humain à humain, finalement, où est-ce qu'on apprend à se présenter, à sourire, à inviter les gens à venir nous voir. Puis c'est ça qui est intéressant parce que tous les jeunes, peu importe l'âge, bien nécessairement, on a des forces ou des aptitudes dans certains points. Puis justement, là, peut-être au niveau de la communication, ça va être là que je vais avoir... que ça va me dégainer, ça va m'apprendre à bien me présenter. Puis c'est ça qui est beau parce qu'il y a de la fierté qui s'installe, puis c'est exponentiel vraiment là, tout au long de la journée pour nos jeunes. Ouais. Est-ce que d'ailleurs il y a des outils, un guide pour pouvoir s'initier à cette grande journée des petits entrepreneurs pour les gens qui nous écoutent, les parents qui peuvent guider aussi bien sûr leurs jeunes? Absolument, parce que des fois, on ne sait pas trop là, par où partir pour débuter ce projet-là. Donc, la Grande Journée des entrepreneurs, on envoie en fait un guide qui est prévu pour les jeunes selon les cycles scolaires, mais également pour les parents. Donc, le guide en tant que tel, c'est de voir, bon, ben, de tenter d'établir déjà
qu'est-ce que je pourrais créer cette année? Quelle va être mon idée d'entreprise, hein, la bonne idée d'entreprise? Puis par la suite, tout au long du projet. Donc, une fois qu'on a notre idée, OK, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Par exemple, de la limonade. Donc, il faut que je pense à avoir des citrons, de l'eau, du sucre, par exemple, des verres, ou pour faire la décoration. On parle de marketing, de promotion également. Puis, une notion bien importante qui, évidemment, là, nous reste tout au long de notre vie, c'est-à-dire le budget, de comprendre la valeur des choses, hein, mais dans une façon très, on va le dire, le fun, plaisante. Donc, c'est une occasion d'apprentissage, de justement, bon, on crée notre budget, des fois, on va falloir où est-ce qu'on trouve ces sous-là, est-ce qu'on emprunte à papa, à maman, puis qu'est-ce qu'on fait également avec peut-être les profits qu'on va avoir lors de l'événement. Donc, c'est de l'apprentissage de A à Z, mais dans le plaisir. Est-ce qu'il y a des histoires, parce qu'en 11 ans, c'est la 11e édition, est-ce qu'on a quand même des histoires de jeunes qui sont revenus d'année en année, parce que ça s'étend de façon très large, 5 à 17 ans, je pense, comme je glissais plus tôt. Alors, est-ce qu'on a vu des jeunes qui sont revenus d'année en année avec des différentes entreprises? Bien, absolument. Puis en fait, c'est ça qui est beau parce que la plupart des jeunes, en fait, reviennent. Là, on a un taux, pratiquement 99% des jeunes qui ont déjà participé veulent reparticiper l'année suivante. Puis c'est beau de voir parce que déjà, après l'événement, en tant que tel, la journée même, c'est comme, oh, OK, mais mes biscuits décadents triple chocolat, j'en ai plus vendu, par exemple, que mes biscuits citron pavot, par exemple. Donc, je vois que la clientèle dans mon quartier ou qui sont venus m'encourager sont plus gourmands puis qui aiment peut-être plus le chocolat. Fait que juste cette réalisation-là de l'année prochaine, je vais faire plus de biscuits, par exemple, au chocolat. Il y a de l'évolution dans la compréhension de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Puis les entreprises, évidemment, évoluent en même temps que nos jeunes parce que c'est certain. Quand on commence, on est dans les balbutiements du projet à 5, 6 ans, 7 ans. Puis là, rendu à 10, 11, 12 ans, c'est complètement autre chose. Puis il y a une prise en charge, évidemment, puis une responsabilisation, finalement, là, du jeune qui est beaucoup, beaucoup plus grande puis qu'on voit là, à travers les années, là, absolument. Oui, j'imagine. Puis il y a également une responsabilisation. Puis on fait des essais-erreurs. Souvent, les gens en affaires vous disent ça, c'est des essais-erreurs et c'est comme ça. On développe le système aussi D, la débrouillardise aussi, qu'à travers nos échecs, nos bons coups, l'audace qu'on a eue, on peut marquer le coup pour continuer justement, pour être en mesure de pouvoir faire progresser notre entreprise d'édition en édition. Vraiment intéressant. Puis on a encore un petit peu de temps ensemble, Andréane. Puis je pense que si je ne m'abuse, c'est supporté par les petits entrepreneurs, là, cette grande journée. Là. Et je pense que le reste de l'année, là, on peut donner des activités, ou du moins, on a des plateformes sur lesquelles les jeunes peuvent aller continuer de s'informer sur le domaine de l'entrepreneuriat pour eux. Là. Oui, bien en fait, la grande journée des petits entrepreneurs fait partie de l'organisme. Donc, on est un OBNL qui s'appelle Petits entrepreneurs. Donc, c'est vraiment Petits entrepreneurs qui chapeautent l'événement. On a effectivement des outils qui sont destinés, comme je disais, aux jeunes, aux parents qui sont là tout au long de l'année. Puis concrètement, au niveau de ces outils-là, sont disponibles là, en ligne puis lors de l'inscription pour l'événement là, qui va avoir lieu le 1er juin. Donc, tout le monde y a accès. Puis c'est certain que nous, on continue là, d'informer les jeunes puis on souhaite développer le plus possible cet esprit d'entreprendre, veut pas, là, avec nos jeunes. Cet été, d'ailleurs, dans la région de Québec, on a même un premier projet de camp d'entrepreneuriat pour les adolescents. Donc, plusieurs beaux projets là, en cours puis à venir là, pour notre jeunesse. C'est super intéressant. Puis c'est drôle parce que lorsque j'avais 14 ans, été dans un camp pour jeunes entrepreneurs, justement, puis ça m'a donné, puis je vous le jure, vraiment une belle confiance en moi, une façon de communiquer différente, puis de connecter avec les gens de manière différente. J'ai été transformé. C'est pas de la flagornerie. À l'époque, c'était supporté par les SADC, là, mais c'était les mêmes paramètres ou à peu près là, que ce que vous proposez. Alors, je vous salue pour cette initiative. Je suis certain que les jeunes vont vous dire un grand merci à la suite de ce camp-là. Et bravo. On vous invite à connecter aussi au bas de l'écran aux adresses suivantes pour en avoir davantage d'informations. Peut-être votre jeune aussi
votre petit-fils, votre petit-enfant, finalement, à s'initier au monde de l'entrepreneuriat via cette journée du 1er juin prochain avec la grande journée des petits entrepreneurs. Andréane Rochette, merci beaucoup. Merci infiniment. Si je peux me permettre, les inscriptions sont toujours en cours et sont en cours jusqu'à la journée même, le 1er juin. Il nous reste là, quelques jours. Donc, inscrivez-vous, amusez-vous. C'est pas obligé d'être compliqué. Puis, sortez dans les rues également pour aller encourager nos jeunes lors de l'événement. Merci infiniment. On prépare les dollars pour ça. Absolument, effectivement. Merci, bonne journée. Dans un contexte où les résultats des examens de français du ministère, finalement, sont plutôt négatifs ces dernières années, on le voit avec les résultats, le Collège citoyen de Laval qui s'est posé des questions. Comment trouver une façon là, innovante pour faire rayonner, évidemment, la langue française, la langue de Molière? Bien, on va vous faire découvrir, ça semble probant comme résultat avec la conseillère en communication, justement, au Collège citoyen. C'est Sonia Doucet qui est avec nous. Salut, Sonia. Salut. Merci d'être là. Explique-nous tout d'abord ce que c'est, là, évidemment, ce projet, un collège au 1000 accents. Bien, c'est ça. Au 1000 accents français. Au 1000 accents français, tu l'as dit en introduction. Nous, on a constaté que les résultats, puis c'était partout au Québec, là, mais principalement dans les grandes régions métropolitaines, les résultats aux examens du ministère en français était en baisse. On essaie de trouver une façon de faire en sorte que le français là, redevienne central dans l'usage quotidien de nos élèves. Puis on ne voulait pas passer par des moyens nécessairement punitifs. Là. Quand moraliste, un peu moralisateur. Bien, c'est ça, parce qu'on l'a vu beaucoup dans les médias, c'est dans l'actualité ces temps-ci. Là, les écoles se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élèves aient le goût de s'exprimer en français. Puis nous, c'est notre deuxième année qu'on travaille sur ce comité-là. Donc, le comité 1000 accents français, où on tente vraiment d'apporter des occasions positives pour nos élèves d'utiliser le français à l'école. Fait que ça ressemble vraiment à ça, là, la prémisse de base. Puis, il y a une tonne d'activités qu'on a fait depuis comme 2 ans. Là. On a, premièrement, on a fait vraiment, il y a un mur à l'école, c'est un tableau noir, là, fait avec de la peinture à craie noire. Puis là, on a mis notre devise, un collège au 1000 accents français. Et on anime ce tableau-là de différentes façons. Par exemple, à Noël, on a fait un genre de quiz, une compétition là, d'œuvres culturelles francophones. Fait qu'on, sur nos médias sociaux, on faisait voter pour des films. Fait que là, il y avait des affrontements chaque jour. Puis sur nos médias sociaux, à l'aboutissement de tout ça, bref, il y a un film qu'on a présenté à l'école. Il y a le Midi Slam qu'on a fait. D'ailleurs, ça, c'est la deuxième année. Oui, c'est ça. Dans le fond, vendredi dernier, c'était l'aboutissement de ce beau projet-là qui a été supporté par la Fondation Desjardins. Donc, on a pu faire venir un slammer de réputation, de renommée, qui est Ivy, qui a offert des ateliers à des élèves qui voulaient pousser vraiment cette forme d'art-là, qui est une forme d'expression. Là, c'est de la poésie, c'est de bien manier la langue et aussi de performer sur scène un texte de langue française. Donc, ils ont été formés, ils ont fait des ateliers et vendredi, sur l'heure du midi, ils ont eu l'occasion de réciter leur slam sur scène devant plusieurs centaines de personnes. Là. Donc, nous-mêmes, on a été surpris du nombre d'élèves qui se sont présentés pour voir ça. Donc, ça, c'est un autre exemple d'activité qu'on fait. Là. Il y en a une tonne. Là. Puis, j'imagine, pour établir ces listes d'activités-là, vous les avez sondées? Parce que souvent, on dit qu'on oublie très souvent nos jeunes, qu'on ne les prend pas en considération quand il est question de faire des activités pour eux, là, au niveau scolaire, entre autres. Puis, est-ce que ça a été un peu aussi votre porte de réflexion d'entrée là, quand vous avez voulu établir le projet en question? Exactement. Bon, on est vraiment au Collège citoyen déjà, on est une école à visée entrepreneuriale. Donc, on a notre programme de leadership entrepreneurial responsable. Tout passe par les élèves. Donc, on veut vraiment que l'élève soit au centre des décisions, qu'il soit au centre des actions aussi. On veut qu'il crée de la valeur, qu'il solutionne, qu'il vive un paquet d'expériences qui lui permettent de grandir. C'est ça le programme au final. On veut qu'ils apprennent à se connaître au maximum. Donc, le comité est un de ces vecteurs-là qui permet à l'élève donc de mieux se connaître. Puis c'est sûr que l'élève est central. Puis on essaie d'aller chercher des choses qui rejoignent les élèves. Le slam, c'est pas pour rien. C'est que c'est quand même une forme d'art. Ils sont très proches du rap français aussi. Fait qu'on savait que ça allait être quelque chose qui allait les mobiliser. C'est un projet qui existait aussi l'année dernière. Fait que ça fonctionnait bien. On recueille aussi des suggestions d'œuvres de chansons francophones pour la radio étudiante. On veut que ça passe par eux également. On a aussi le groupe de musique qui est formé d'employés de l'école qui s'appelle Tableau Noir, qui fait référence aussi. On se trouvait bien drôle de faire référence à Black Sabbath, Noir Désir. Est-ce que tu joues dans le band? Je joue dans le band. Ah oui? Quel instrument? Je joue de la batterie dans le band. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on a le technicien d'informatique qui est à la guitare, un prof de sciences qui est au chant,
on a vraiment différents... J'aimerais entendre ça. Oui. Puis donc, on demande des suggestions aux élèves, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre. Puis là, ça va être notre deuxième édition à la fin du mois, le 31 mai. On fait la deuxième édition de ce spectacle-là sur l'heure du midi. Puis ça rassemble vraiment une foule intéressante. Et cette année, on a des élèves qui vont venir performer sur scène avec nous. Fait que l'an 1, c'était juste le band. Puis là, on avait choisi des chansons en fonction des choix des élèves. Mais là, maintenant, les élèves montent sur scène. En plus, ils sont impliqués avec vous. Oui, exactement. C'est ça l'objectif. Puis plus ils sont impliqués avec nous dans ces projets-là, bien, plus qu'ils vont manier la langue de manière positive, puis ils vont avoir envie de continuer à utiliser cette langue-là. Est-ce que vous avez vu quand même des résultats déjà tangibles? Je comprends qu'on est à l'an 2. Est-ce qu'il y a sur le plan des résultats, par exemple, académiques, vous avez noté quand même des améliorations? Oui, bien, c'est certain. Là, je vous dirais qu'au niveau des résultats aussi, il y avait tout ce qui était en lien avec la pandémie. La pandémie, oui, c'est vrai. Fait que là, la pandémie, des fois, le dos large, mais là-dessus, ça n'a pas été facile pour nos dernières cohortes là, qui ont manqué quand même beaucoup d'heures ou que l'enseignement à distance, pour certains élèves, c'était pas super adapté. Là. Donc là, je ne peux pas vous dire au niveau des résultats, mais on le sait que y a une motivation quand même là, qu'on sent chez nos élèves à utiliser le français puis à élargir leur horizon. Parce qu'à la maison, forcément, ils ne sont pas issus nécessairement de parents francophones purs et durs, même s'il y en a qui viennent du Liban, d'Haïti et tout ça, dont la langue première est le français. On a quand même un méchant beau paquet d'élèves qui ont des familles qui viennent issues de l'immigration. Ouais. Bref. Puis on sait que si c'est prouvé statistiquement, là, j'apprends rien aux gens, mais si la mère parle français ou anglais, ça va tellement faire la différence à la maison. Des fois, c'est un combat, mais pas qu'il est perdu d'avance, mais c'est juste qu'il faut s'armer différemment pour être en mesure de, comme tu disais précédemment, d'être en mesure de pouvoir les initier à la langue française. Finalement. Exactement. Fait que je pense que l'école joue un rôle super important. Puis c'est ce qu'on essaie de faire au Collège citoyen, c'est de les raccrocher à cette langue commune de notre école qui est le français qu'on partage et du Québec. Donc, ça passe par la culture francophone. Ouais. On essaie de s'immiscer dans les cœurs de nos élèves avec ces méthodes-là. Je trouve ça porteur. Peut-être que c'est moi qui est rempli d'espoir, qui est rêveur, mais est-ce que ce projet-là, est-ce que vous êtes en concertation avec d'autres écoles qui aimeraient l'implanter? Parce que là, on voit que c'est probant avec ce qu'on discute depuis tantôt. En fait, on a une super belle surprise. Nous, le 1er mai, c'était les prix de l'innovation de la FEP, qui est la Fédération des établissements d'enseignement privé. On avait soumis ce projet-là à une soirée de remise de prix, puis on était en nomination, on s'est présenté à l'Assemblée nationale et finalement, on a gagné le prix coup de cœur qui était... On était super contents parce que c'est un projet coup de cœur pour nous, donc de remporter le prix coup de cœur, c'était vraiment un beau cadeau. Puis il y avait une tonne de direction générale des écoles privées qui étaient dans cette salle-là, puis que tu voyais qu'ils hochaient de la tête en entendant ce qu'on avait à dire sur ce projet-là, puis qu'ils disaient vivre les mêmes problématiques que nous au niveau de l'utilisation, les mêmes réalités. Donc, il y en a pour qui ça inspire, on entend, ça fait des petits quand même. Je pense qu'on a été précurseurs là-dedans, on est content, mais le but, c'est que ça puisse rayonner davantage. Parce qu'on est en équipe, puis même le projet de SLAM, on a quelque chose en tête pour avoir des partenariats avec les autres écoles de Laval aussi. Je pensais que tu allais dire créer un groupe rap, là, après avoir un banc des profs. Bien là, c'est ça. On pourrait vraiment aller loin puis poursuivre là-dedans, c'est certain, mais on veut embarquer les autres écoles avec nous là-dedans. Là. Donc, si je comprends bien, ce n'est que le début peut-être de d'autres initiatives. Là, Bien, exactement, parce que comme je le disais, c'est notre deuxième année de ce comité-là. Les résultats concrets, on ne peut pas les constater rapidement. C'est vraiment un travail de longue haleine. On s'entend là, de faire en sorte que les élèves soient fiers, qu'ils aient envie d'utiliser notre langue française. Moi, je suis une vendue, c'est sûr, j'adore la culture francophone, mais après ça, c'est peut-être pas tous nos élèves qui ont ces dispositions-là à la maison. Donc, ça va faire son petit bout de chemin. On va vraiment poursuivre là-dedans nos efforts, puis rendre ça de manière positive. C'est vraiment ça l'objectif. Là. Rock on! Oui! Hey, merci! Merci. Merci. Et bon spectacle à la fin mai. Oui, on va aller vous filmer. Là. On va aller prendre des images de ça. Là. On va mettre un peu de pression. Il faut aller répéter. Là, on manque de temps. C'est une gang de profs. Hein, c'est pas facile. Hey, bon spectacle et bravo pour l'initiative de façon un petit peu plus sérieuse. Merci de l'invitation. Merci. « 15 ans après sa sortie de l'École nationale de l'humour, Sylvie Tourigny, qui est actuellement en rodage de son spectacle En feu, va présenter le 15 avril 2025 à l'Olympia de Montréal sa première. Sylvie Tourigny, salut! Allô! Merci d'être là. Bien, merci à toi de me recevoir. Eh bien, grand bonheur. Bien, là, c'est sûr, c'est cette question, j'ai pas le choix. Oui. La question cliché de tout intervieweur, quand tu dis 15 ans après ta sortie, oui.
On est déstabilisé. Pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Hey, ben écoute, il y a deux principaux facteurs, je pense, qui ont énormément joué sur cette longue période. La première, gros manque de confiance en moi, big time. Là. OK. J'étais Comment ça? Très insécure. Tu sais, comme moi, là, ça a été long, je me disais tout le temps, je vendrai pas de billets, je suis pas prête. Tu sais, comme, c'est ça, c'était pas de l'auto-sabotage, c'était juste, je m'auto-limitais. OK. Vraiment, OK. big time. Et sinon, après ça, l'autre affaire, c'est mon personnage de Carole qui a pris beaucoup de place. Plus que tu pensais? Ouais, plus que je pensais au départ. Quand j'ai créé Carole, j'ai comme créé un monstre. Au début, j'ai capoté, c'était super le fun, mais il y a eu un bout où est-ce que je me suis mis pas à avoir peur, mais c'est que là, elle prenait tellement de place, plus de place que qu'est-ce que j'étais prête à lui laisser, en fait. Puis moi, à la base, j'étais comme drôle en Sylvie, puis là, j'étais comme, t'as peu, je veux pas juste faire... Là, j'ai l'air schizophrène quand je parle de même, mais je vais bien. la troisième je vais bien. personne, là. Ouais. Je le sais, c'est ça les gens sont tout le temps troublés de... Mon Dieu, tu parles d'elle, la troisième personne. Je suis comme, ben moi, Carole, c'est quelqu'un d'autre, là. C'est pas Il n'y a aucune moi. partie de toi en elle ou. Hey, fuck out. Ah non? Ah non, zéro une barre. Non, Ok. non, pas du tout. Non, non. Avec un col roulé, non, de temps en temps, non. Hey, non, mais je suis incapable dans la... Là ça, c'est comme, c'est un col assez élevé, ça, là. Ah là. oui? Bon, pour Sylvie, là, oui. Non, je suis incapable de mettre un col roulé. Tu sais, puis je suis tu sais, là, depuis tantôt, tu vois, j'essaie de me limiter, mais je gesticule, je suis expressive, tu sais. Puis justement, le côté insécure, alors que Carole est confiante fois 1000, tu sais. Fait que c'est ça, mais fait que bref, Carole a pris beaucoup de place, fait que ça a été long avant que je réussisse à trouver la place à tout le monde Bien. là-dedans. C'est un peu Ça niaiseux. mais c'était pas de trouver le personnage, je me le mets en parenthèse, de Sylvie Tourigny, de ce qu'elle a à dire versus Carole. Ça a été un petit peu ça aussi? Ou... Ben oui, ça a été un gros défi. Puis même encore à ce jour, puis ça, c'est tellement absurde. Même quand je dis ça, moi, je trouve ça bizarre, mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire du Carole que d'écrire du Sylvie. Mon écriture en Carole, là, ça va super vite, comme c'est pas long, puis comme, tu sais, mon numéro final, admettons, va être prêt plus rapidement. Tandis qu'en Sylvie, ma créativité est beaucoup plus longue. ouais? En Sylvie, c'est plus long. Tu sais, on dirait que j'apprends encore beaucoup à découvrir Sylvie sur scène, tu sais. Hey. Mais là, dans les dernières années, je me suis amusée fois 1000, puis là, plus ça va, plus ça se... concrétise et précise, simplifie, ouais. oui, Ouais. c'est ça, oui, ça devient plus simple. Là. Mais oui, c'est ça, la façon de créer est très différente des deux aussi. Tu sais. Et c'est drôle parce que tu m'ouvres tellement de portes, là. Notamment, tu te dis, bon, OK, je devais travailler ma confiance. Tu sais, Ouais. comment tu l'as trouvé, cette confiance-là, avec ta psy? Ou... Ah, pour vrai, oui. Ouais. Ah, oui, vraiment, oui. Ma psy m'a beaucoup aidée. On est Je la remercie, oui, oui. Non, ma psy a fait un travail incroyable. Puis, à un moment donné aussi, il y a comme une question. C'est con, mais tu sais, je voyais, mettons, des finissants de l'École nationale de l'École nationale de l'humour qui terminaient l'École de l'humour, puis tout de suite allaient faire, mettons, leurs 60 minutes au ZooFest ou tout ça. Puis j'étais comme, aïe, moi, j'étais comme, ça fait 10 ans que j'ai fini l'école, puis je suis même pas game de faire ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui a fait, puis tu sais, l'âge aussi, Ouais. on dirait que plus ça va, puis là, j'ai 41 ans, puis je suis comme, j'ai plus rien à perdre, là. Fait que je suis comme, hey, vas-y, essaye-le, puis comme, puis tu vois, là, depuis que les billets sont en vente, les gens sont au rendez-vous, mes rodages sont sold out, fait que, tu sais, c'est super excitant. Puis là, tu es justement dans l'espèce d'échéancier que déjà tu sais, parce que Ouais. c'est déjà le 15 avril à 2025 l'Olympia, fait que tu as encore à peu près un an là, pour Ouais. roder, puis tu as plusieurs dates aussi sur ton site, mais Ouais. n'en demeure pas moins que souvent il y a des V1, V2, V3 sur des Tout à gags, fait. sur des numéros. Là, tu en es où présentement dans le chantier? Ben, tu sais, en ce moment, mettons, j'ai comme déjà une bonne heure et quart de Sylvie. Mais là-dedans, il y a comme une demi-heure de vieux stock que j'étais un peu tannée, mettons, que je roule depuis une couple d'années, que je suis comme ça, tu sais, je veux enlever ça. Fait que là, je suis en train de réécrire du nouveau stock là. Je m'inspire beaucoup de tout mon entourage, mais ma famille, mes parents. Mes parents, ils passent quand même pas pire. Mais c'est ça, ma passion de moto, d'animaux, la danse. Évidemment, je suis une grande passionnée de danse. Fait que j'ai Tu comme... danses quoi? Hey, de tout. OK. Ouais. Là, tu m'intéresses. Continue donc un petit peu. Ben, écoute... Tu danses du country? Ben là, très autonome, de façon autonome, OK. là, mais la danse en ligne country, moi, ça me passionne, là. Je check des vidéos de ça, puis je suis comme, On a une date bientôt. Puis tu savais pas en venant ici, mais tu tu sais... danses, tu fais de la danse en ligne country? Ah oui, ben je viens du coin de la Mauricie à Saint-Tite, fait que tu là. comprendras que... Ben oui, oui. Mais fait que tu comprends pourquoi on aime danser. Tu sais, Ben t'es comme oui. t'es une vraie... Ah oui, Mais- non, j'adore ça. mais Fait là- que, j'en parle, mais pas nécessairement de la danse en ligne country, mais
la danse dans mon show, il y a comme un très bon numéro que je m'amuse là-dedans. Carole, vas-tu danser un peu? Peut-être que Carole va danser un peu. Puis, tu sais, là, c'est ça. Puis là, en ce moment, je travaille plus sur Sylvie parce que, comme je disais tantôt, la création en Sylvie est un peu plus longue. Ouais. Mais à partir de cet automne, à peu près, là, Carole va arriver en première partie. Carole va faire la première partie du spectacle. Fait qu'elle va arriver un peu plus tard parce que là, tu sais, je me concentre plus sur Sylvie en ce moment. OK, parce que là, ta mise en scène, puis je veux dire, le show, comment il va être construit aussi concrètement, ça va être quoi? Ça va être du stand-up comique, mettons, première partie. Après ça, c'est Carole ou ça va être l'inverse? Ben c'est Carole qui fait la première partie du spectacle. Okay, fait Carole vient faire un 10 minutes à peu près. Après ça, c'est Sylvie qui vient faire 1h15. Puis, that's it. Merci, bonsoir. Ouais. C'est quand même intéressant. Puis toi, tu n'as pas été touché par Juste pour rire. Est-ce que ça t'a enlevé des gigs? Je sais que tes collègues, il y en a beaucoup qui ont été impactés par ça. Mais Ben oui, je pense à Ève Côté qui l'a appris dans le journal en même temps que tout le monde, le matin même. Ouais. Ouais, ça a été. Puis le festival en tant que tel. Je suis contente d'avoir participé au dernier gala Juste pour rire l'année passée avec Yvon Deschamps, puis tout le monde. Je me souviens d'être sur ce spectacle-là, puis de regarder le pacing, là, comme la liste des invités, puis de faire aïe, je faisais un petit quickie, là, juste un petit numéro. Mais quand même d'être là. Oui, non, c'était un honneur incroyable. Fait que, je suis contente d'avoir pu participer à ça, mais c'est sûr que c'est plate parce que le festival, Juste pour rire, c'était quand même un emblème. C'était le fun, là, comme faire les galas et tout. Ben c'est triste aussi pour ceux qui, tu sais, les gens de la. Les relationnistes de presse, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'humour, parce que c'est beaucoup l'industrie de l'humour, on le sait au Québec, c'est important pour le domaine du spectacle. Mais est-ce que tu penses que Comédia, c'est. Là, on sait que pour l'instant, c'est une année, mais est-ce que tu penses que ça peut être l'alternative à ta façon de voir les choses pour le domaine de l'humour? Ou... Ben, s'il va y avoir une autre alternative pour Montréal? Oui, est-ce que tu vois bien Sylvain Parent-Bédard qui est derrière Comédia s'implanter? Est-ce que tu vois ta position à toi? Parce que, écoute, ça fait quoi, 25 ans, Comédia? À Québec, tu sais, il sait comment que ça fonctionne. C'est un festival qui fonctionne super bien à Québec. Fait que peut-être qu'il va reprendre le flambeau à Montréal, qui sait. Mais entre-temps, ton spectacle, qui s'appelle En feu, j'imagine qu'il y a un lien avec ta petite chevelure. Ça se peut-tu? Oui et non. En fait, c'était un commentaire qui revenait beaucoup après mes rodages. Moi, j'adore avoir le feedback des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Puis c'est un des commentaires qui ressortait le plus souvent. « Oh my God, t'es vraiment en feu! » Puis je pense que le clash avec Carole est tellement surprenant. Comme les gens qui m'ont découvert avec Carole, là, qui découvrent Sylvie, les gens sont comme ben « Oh, OK, fait que t'es en feu! » Puis je suis comme « Ben oui, c'est ça, c'est moi. » Ouais. Alors, les dates au bas de l'écran sont là pour l'avoir brûlé les planches. Oh! Sylvie Trognier, merci beaucoup. Et merci, tout le succès que tu mérites pour ce spectacle-là. Je sais que ça fait 15 ans que tu travailles très fort, que tu souhaites ça. Je suis prête. Ben, je pense que oui. Tu l'as prouvé à maintes reprises sur plusieurs plateformes. Et puis, évidemment, c'est le 15 avril 2025. Déjà, possibilité d'avoir des billets à l'Olympia du côté de Montréal et aussi des dates partout au cours de l'année 2024 pour le rodage. Merci à toi. Merci. C'est un artiste lavallois qui actuellement est le plus populaire sur les ondes radio, avec notamment cette chanson. J'aimerais savoir comment m'amuser comme avant, comme avant, comme avant. On pourrait se rejoindre sur la rue Saint-Laurent, comme avant, comme avant. Alors, c'est Stats qui est avec nous. Je suis très content de l'accueillir. Lui qui offre ces jours-ci, d'ailleurs, son EP première classe. Salut, Stats. Salut, ça va bien? Laval represent. Yes, exact. Pierre Lavallois. Ouais. Originaire exact. de quel coin? Duvernay. Duvernay, quand même. Ouais. D'ailleurs, tu l'évoques dans Comme avant, Place Belle. Alors, tu as imbriqué Laval comme carte postale musicale, ni plus ni moins. C'est inspirant de Laval, quand même. Ouais, quand même. C'est ça. Puis, fun fact, j'ai travaillé sur la rue. Plus loin ici, sur la même rue, j'ai travaillé là pendant un été complet. Ah ouais, sur le boulevard industriel. Ah ouais. OK. On salue. Y a-tu ta gang, ton ancienne gang de travail? On peut-tu les saluer? T'as travaillé où? Ben, je travaillais avec les amis à mon père, fait que... Salut! Ouais, c'est ça. Pourquoi Stats, le nom d'artiste Stats? Dans le fond, moi, j'ai fait du sport toute ma vie. Tout mon secondaire, j'ai fait du hockey, du baseball, du football. Puis vraiment, le but dans le sport, c'est
tes stats ils montent, puis que tu vas toujours en montant, puis c'est vraiment de la persévérance. Puis je me suis dit que en commençant ma carrière artistique, c'était la même mentalité que je voulais faire, vraiment. Fait que je me suis dit, au début, je voulais m'appeler statistique. Après ça, je me suis dit, c'est vraiment trop long puis personne ne va comprendre ça. Fait que j'ai décidé d'y aller avec stats. En tout cas, je sais pas si tu étais un excellent pointeur au hockey, si tu la mettais dedans souvent, mais en tout cas, sur Spotify et sur les plateformes, tu es capable de la mettre dans Lucan souvent. Les statistiques sont très, très bonnes pour tes chansons, comme avant, on le voyait, mais ça a été un des hits de l'année 2023. Est-ce que ça, quand tu as vu cette réponse-là de la chanson comme avant, ça t'a donné une sorte de confiance supplémentaire de chanter en français puis de continuer à composer? Ben oui, 100%. Pour de vrai, ma motivation, tu sais, j'adore faire la musique à la base, puis même si ça marchait pas, je ferais de la musique, mais ça motive tellement de voir le support du public, puis de tout le monde, les postes de radio et tout. C'est sûr que ça m'aide à ma motivation, puis ça me donne le goût d'en créer plus à tous les jours, évidemment. Et le EP s'appelle Première classe. Yes. Pourquoi c'est encore en lien avec les stats, ça, être le premier de... En fait, c'est parce que dans mes chansons, j'ai souvent tendance à parler du fait que je suis pauvre, que je suis broke. Tu sais, c'est vraiment la vulnérabilité que je projette. Puis je me suis dit que dans ce EP-là, je voulais plus démontrer un autre côté de moi, étant plus chic, étant plus professionnel. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé Première classe. Aussi, en faisant un clin d'œil à ma chanson Comme avant, Première classe, que je l'avais fait dans une école. Alors, Quand même intéressant ton parcours. Puis, évidemment, il y a ce côté, bon, à la fois musique urbaine. Puis, tu sais, maintenant, musique urbaine, c'est très large, évidemment. Là, ça peut être, tu sais, rap, acoustique, mélangé avec de la pop, folk. Ouais. Comment tu as réussi à trouver ton son là-dedans pour toi? Est-ce que ça a été un long exercice ou... Vraiment. Honnêtement, j'ai commencé à faire de la musique. Je rappais en anglais. Je faisais des freestyles sur Instagram. Puis finalement, j'ai décidé de faire une chanson en français qui s'appelle Belle. Puis ça a bien marché. Puis j'ai décidé de continuer comme ça. Ça a fait en sorte que j'ai rencontré mon équipe. J'ai rencontré John qui travaille avec moi depuis le début. Puis c'est vraiment... je m'inspire beaucoup des artistes d'ici aussi, comme Jay Scott, Coréas, Fouki, c'est vraiment des gens qui m'inspirent musicalement, en fait. Ouais, puis pour toi, parce que, tu sais, veux pas aussi, Laval, c'est une ville qui est cosmopolite, multiethnique, on parle plusieurs langues. Pourquoi, pour toi, le français, c'était important? Tu dis, j'ai commencé en anglais, là, je décide de rester en français. Pourquoi, pour toi, cet ancrage-là, c'est important? Honnêtement, je pense que la diversité, c'est la meilleure affaire au monde. Si je pouvais aussi changer de style, je le ferais. Si je pouvais faire du jazz, je le ferais. Okay. Mais ouais, c'est ça. On dirait que c'est en anglais, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Puis je trouve ça tellement beau, la langue française, puis que de pousser ça dans mes chansons, puis de faire en sorte que je mets ça de l'avant, je trouve que c'est... Ça fait partie de moi. Ça fait partie de ton identité, finalement. Ouais, exactement. On voit qu'il y a une passion derrière, puis il y a des excellents textes là-dedans, puis des excellentes collaborations. Parce que moi, je vois Disque d'or. Bon, ça va t'arriver éventuellement. ça va arriver, c'est sûr, mais c'est le nom d'une chanson sur l'EP. D'ailleurs, c'est la dernière. Ouais. Cette collaboration avec Rhymes, comment c'est arrivé? Parce que c'est un des rappeurs, pour l'indiquer aux gens, qui fait partie justement, tu as nommé Coréas, Fouki. Depuis quelques années, s'implante de plus en plus Rhymes dans ses rappeurs plutôt les plus, disons, prodigieux. Alors, comment c'est arrivé cette collaboration-là? Et pourquoi sur la chanson Disque d'or, justement? Dans le fond, Rhymes, c'est un des premiers de l'industrie qui m'a montré du support, puis qui m'a texté, puis qui m'a dit de continuer. Puis ça m'a tellement donné de la motivation, puis... Moi, je pense même pas qu'il sait à quel point ça a fait un impact positif. Mais là, il va le savoir, là. Oui, exact. Ça a fait un impact positif dans ma vie. Puis, quand j'ai fait la chanson, on était au studio avec John. Puis, on a fait la chanson. C'était plus c'est un peu plus rap comparativement aux autres titres de mon EP. Puis, je me suis dit, check. Pourquoi pas, on demande à Rhymes si ça lui tente qu'il embarque dessus, puis finalement il a demandé, puis il
il a vraiment, il a sauté vraiment sur l'opportunité, puis Il t'a aidé. Ouais, exact. Il t'a aidé, puis il t'a amené cette collaboration-là. Ouais. Là, évidemment, il y a le 20 juin prochain au Francophonie sur la scène Desjardins, qui est un des rendez-vous importants. Aussi, le petit campus, le 22 mai, parce que là, évidemment, si le disque est disponible sur les plateformes numériques actuellement, ben là, ce sera lancé officiellement le 22 mai au petit campus. J'ai goût de savoir, Stats, je sais comment ça sonne au niveau radio, au niveau de ton album, mais comment c'est sur scène et comment tu prépares ce show-là puis ces spectacles-là que tu vas donner? Honnêtement, pour les prochains spectacles, on fait des pratiques quasiment tous les jours. Pour de vrai, je veux juste vraiment être prêt à donner mon maximum pour les gens qui viennent voir, puis vraiment que les gens aient un bon temps durant mes shows. Fait que, ouais, il y a beaucoup de pratiques qui se font faire. Est-ce que tu as des musiciens avec toi sur scène? Ou? Ouais, ça va être full band. Ouais. Puis je trouve vraiment l'énergie avec les musiciens sur la scène, je trouve ça tellement insane. On peut comme se partager notre énergie vraiment, puis vraiment avoir du fun en tant qu'une équipe, parce que that's what it's all about. On veut faire connaître ces chansons-là, alors les rendez-vous sont déjà précisés, mais on va se quitter avec ton nouvel extrait qui actuellement est ajouté à peu près dans toutes les radios Québec. Ton clip aussi est disponible pour la pièce Laisse-moi. Je pense que tu es un petit peu inspiré par Jean Leloup. Ça se peut-tu aussi pour cette chanson-là? Raconte-nous, parce qu'on va se quitter avec le clip, mais je veux que tu la précises avant de se quitter un peu la genèse de création. Dans le fond, on est en train de créer la chanson, puis c'est John, justement, qui, dans le studio, il a marmonné juste le refrain. Ses paroles. Ouais, exact. Puis j'étais genre, c'est vraiment nice. Fait que, on a décidé de l'inclure, la phrase. Les gens vont comprendre rapidement lorsqu'ils vont entendre le clip. Puis peut-être nous raconter rapidement, on te voit en studio dans le vidéoclip. Peut-être, y a-t-il une histoire particulière pour le vidéoclip de Laisse-moi, dans le storytelling, dans l'histoire du vidéoclip? Dans le vidéoclip, dans le fond, ça signifie que je pense à elle, je pense à la fille en tant que telle, partout où je suis. Même dans le studio, qui est le cas aussi. Pendant qu'on filmait la chanson, j'étais pas en session. Oui. Mais... Non, je comprenais, oui. Mais ouais, c'est ça, ça signifie le fait que même quand je fais qu'est-ce que j'aime dans la vie, il y a toujours une petite pensée qui me trotte dans la tête. Pour une fille. Ouais, exact. Merci, Stats. Merci beaucoup. Merci à toi. On se quitte avec le clip Laisse-moi. J'ai perdu ma tête. Depuis que t'es parti, j'ai pas osé t'écrire. Je pense à toi, mais je sais pas trop quoi dire. On écoutait Netflix à tous les soirs, mais là t'as changé ton mot de passe. J'ai besoin de get high all day. Tu peux pas m'empêcher de faire ça, no way. C'est pas d'hier qu'on a plus rien à se dire. Oh, moi je fais tout ce que je veux, just cause I can. Cause I lost my baby. Oh, I lost a friend. Elle était folle, ça me rendait fou. Un téléphone, phonait à tous les jours. J'avais du love, j'ai payé mais j'ai du fun, alors je m'en fous. So laisse-moi dans mon trou. J'sais pas, je m'en vais où. Mais laisse-moi dans mon 3,5, tu connais la routine. Avant j'étais bien correct, mais là c'est pas facile. C'est pas une girlfriend qu'il me faut pour avoir ma dose. C'est pas de ma faute si je suis alcoolique. Mes idées noires prennent bord when I take a sip. C'est le genre de messed up thing qui rend maléfique, I know. Oh, moi je fais tout ce que je veux, just cause I can. Cause I lost my baby. Oh, I lost a friend. Oh, moi je fais tout ce que je veux, just cause I can. Cause I lost my baby. Oh, I lost a friend. Elle était folle, ça me rendait fou. Un téléphone, phonait à tous les jours. J'avais du love, j'ai payé mais j'ai du fun, alors je m'en fous. So laisse-moi dans mon trou. J'sais pas, je m'en vais où. Mais laisse-moi dans mon trou.
C'est toujours un plaisir de l'accueillir. C'est le temps de penser à nos potagers. C'est le temps aussi de peut-être prévoir à bouger cet été. Tout est lié quand on pense au musée de la santé Armand Frappier. Elle en est la directrice générale. C'est Guylaine Archambault qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Alex, merci de m'accueillir. Ça me fait un grand plaisir. Je le dis, tout est lié. Vous pensez à tout, autant pour faire bouger les familles que pour évidemment indiquer comment bien manger. Oui. Et à l'approche de la belle saison, elle est courte au Québec, puis on a l'occasion de pouvoir récolter des légumes à même nos jardins. Puis c'est un peu ce que vous tentez de faire avec plusieurs initiatives, là. Exactement. Donc, pour cette dernière présence de la saison, je viens vous souhaiter un bel été. Puis, dans la foulée de la présentation de notre exposition Manger, l'exposition qui nourrit, je veux rappeler aux téléspectateurs que, voilà, les fruits et légumes de saison, ça s'en vient, c'est à nos portes. Les centres de jardin, les fermes périurbaines nous proposent des plants à transplanter chez nous. Et puis aussi, donc, ces fermes périurbaines, bientôt vont regorger là, de fruits et de légumes à nous proposer avec des kiosques qui seront bientôt ouverts. Alors voilà, on se prépare tranquillement à récolter chez nous le plus local possible et puis aussi à préserver peut-être par la congélation, les confitures, les conserves. À cuisiner. Voilà, toute cette belle récolte. Alors, à titre personnel, je me permets une petite question indiscrète. Avez-vous chez vous un potager, un jardin? Un petit, un tout petit. Et puis on se le mentionnait tout à l'heure, les asperges chez nous sont à l'honneur en ce moment. C'est presque quotidiennement là, qu'on en cuisine parce que c'est le temps de la récolte. Ça dure quelques semaines. Elles sont bonnes, croustillantes. Juste des fois mettre ça dans du beurre. Là, les étuver brièvement. Ah, oui, c'est vraiment très bon. Puis, on invite les gens donc notamment à la découverte de l'organisme, je pense que c'est Jeunes au travail, c'est ça? Jeunes au travail. Ouais. Écoutez Alex, un petit bijou d'organisation sans but lucratif à Laval. Donc, une entreprise qui réinsère à l'emploi, aux études, des jeunes qui sont en train d'apprendre à se connaître, leurs atouts, leurs forces, et puis apprendre à se découvrir, puis apprendre aussi à récolter les fruits de la terre. Alors, le week-end dernier, voilà, ils faisaient la vente là, de plants bio, et puis le 18 juin aura lieu l'ouverture de leur kiosque. Alors, c'est vraiment un organisme à découvrir. Si vous le pouvez, encourager cet organisme ou d'autres fermes de votre milieu, là, faites-le. Voilà, c'est très favorable à la santé voilà, de notre communauté et à votre santé aussi, hein, puisque on y pratique là, des éléments d'agro-agriculture, peu d'eau, le paillis dont on parlait tout à l'heure. Alors, des techniques voilà, éprouvées pour assurer une alimentation saine. Avec peu d'empreintes environnementales, le moins d'empreintes environnementales possible. Avec une empreinte carbone réduite, oui, puisque les fruits et légumes ne voyagent pas, ils sont tout près de chez nous, absolument. C'est des valeurs que vous préconisez. Il y a cette conférence, là, je ne vais pas vous devancer dans le plan de match, mais quand on pense au docteur François Reeves, c'est un des très beaux rendez-vous que vous avez prochainement au musée aussi. Oui, j'ose le rappeler à nouveau. Donc, ça aura lieu très bientôt au musée en après-midi, le 22 mai, une conférence donc sur l'importance de préserver, d'aménager des espaces verts, puis d'aller en profiter. C'est vraiment profitable à la santé cardiovasculaire, à la santé mentale aussi. Alors, le docteur Reeves, cardiologue, va nous expliquer tout ça dans le cadre de cette conférence. Et le musée qui sort de ses murs, est-ce que je peux le dire comme ça? Parce que vous avez quelques rendez-vous à proposer aux gens, aux festivaliers, dont le festival Eureka là, en fin mai, du 24 au 26 mai. Du 24 au 26 mai, à l'île Sainte-Hélène, grande fête annuelle de la science. Le musée sera là avec un kiosque sur la biologie végétale. Puis on sera aussi à Laval, une belle fête, comme vous le disiez d'entrée de jeu, là, une fête là, qui est en mouvement, où on bouge, la fête des pompiers, il y a des courses, et puis aussi une fête éducative. Alors le musée sera là les 1er et 2 juin. Donc c'est dans le secteur là, du Collège Montmorency. Et bien entendu, avant de passer au camp scientifique, rappelons que c'est une destination qui est près des Lavallois et Lavalloises pour cet été. Une belle sortie touristique à faire à peu de frais. On le sait qu'on est dans un contexte, tu sais, veut pas, qui est inflationniste, qui est peut-être plus difficile pour les familles, puis on cherche une belle sortie éducative à peu de frais. Puis je pense que c'est une belle proposition qu'on peut faire là, à quelques semaines de l'été. Là. Merci, Alex. Puis si vous accueillez aussi vos familles, vos parents et amis cet été qui viennent d'autres régions
région ou de l'étranger, oui, c'est une belle façon de faire découvrir Laval avec une approche de santé durable, découvrir les expositions, mettre la main à la pâte au laboratoire. Puis au laboratoire seront aussi nos petites 6 à 12 ans, nos petits scientifiques en herbe. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a encore de la place pour les camps scientifiques? Oui, ils commencent les camps le 24 juin. On lance la fête nationale avec nos camps. Alors, il reste encore des places pour les petits curieux, sauf la dernière semaine de l'été qui est déjà complète. Alors, les inscriptions vont bon train. Oui. Puis, il y a quand même des thématiques aussi qui sont proposées aux tout-petits. Là. Exactement. Environnement, l'infiniment petit et le corps humain. On a le choix. On peut explorer les 3 thèmes. Un seul des thèmes, ce sont des programmes de 5 jours, 1 semaine. Alors, moi, je vous réinvite au cours des prochaines semaines, ça c'est sûr, puis peut-être garder la date sur vos vacances avec le calendrier que vous avez lancé, que vous offrez aux gens, si je ne m'abuse. Là. Voilà, donc il sera sous peu, là, au moment de la diffusion de cette capsule, de cet entretien. Notre calendrier sera en ligne sur notre site web au musée, et puis donc vous allez aussi, je pense, là, à l'écran. Là, à l'écran, là, on va ben, exactement. Oui. Donc, et ça l'indique aux gens les différents les moments de l'année pour récolter, c'est ça, les légumes ou les différents produits qu'on peut planter? Là? Exactement. Les fruits et légumes qui sont disponibles de saison au Québec, on a le calendrier. Et puis, si on veut faire des conserves, congeler, etc., on sait à quel moment être prêt. C'est ça, pour les récolter. Mais pour les planter, c'est peut-être mieux de regarder le climat et le mercure sur le thermomètre. Ça reste quand même une bonne idée. Bien, un bel été. Merci beaucoup, Mme Archambault. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Si je peux me permettre, vous avez mentionné le mot climat. Oui. Alors, si je suis de retour avec vous cet automne, ça va être avec grand plaisir que je vais vous parler de climat et de santé. C'est le thème de notre prochaine exposition sur laquelle on travaille très fort actuellement. Alors, ça va être un beau sujet à aborder avec nos visiteurs et visiteuses et vos auditeurs l'automne prochain. On sera là pour en parler. C'est déjà un rendez-vous. Un bel été à vous et à vos auditeurs. Bye-bye, merci. C'était du 6 au 12 mai, la semaine de la santé mentale et bon, de tous les instants, bien entendu aussi. C'est un sujet qui revient dans l'actualité pour multiples raisons. Très pertinent, donc, de pouvoir aborder ce sujet avec la directrice donc, du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes ici, sur le territoire lavallois. C'est Josée Laperle qui est là. Bonjour, Josée. Allô. Content de te retrouver. On veut déconstruire les mythes qui persistent et signent malheureusement en santé mentale. Tu es témoin, toi, souvent de préjugés, de tabous, d'idées préconçues qui souvent vont être accentuées lorsqu'on est confronté à la santé mentale. On pense qu'on n'en a pas d'idées préconçues, puis que c'est normal, puis qu'il n'y a pas de tabou. Puis c'est loin de nous. On pense toujours que c'est loin de nous. Mais il ne faut pas oublier que les problématiques de santé mentale vont toucher en moyenne 1 personne sur 5 au cours de leur vie. Là. Il y a 1 personne sur 5 qui va recevoir un diagnostic. Puis ça signifie que la quasi-totalité de la population va un jour ou l'autre être confrontée indirectement à un problème de santé mentale, soit parce qu'il y a un collègue, un proche ou même son propre enfant là, qui va recevoir un diagnostic. Ouais. Donc, et c'est souvent, quand on est confronté à ça, qu'on se rend compte que, là, oui, on en a des préjugés puis on en a des idées préconçues. Puis c'est souvent là aussi où on se sent un petit peu, je pense, démuni par rapport que ce soit en tant que proche d'une personne qui, soudainement, a peut-être besoin d'aide. Nous-mêmes, si on est en détresse parce qu'on ne pensait pas peut-être arriver à un épuisement professionnel, par exemple. Je prends celui-là qui est quand même connu, qui peut arriver à tout le monde. Et c'est là qu'on se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Vers où je me tourne? Et c'est souvent là qu'il faut, je pense, se tourner vers les ressources puis ne pas hésiter. Hein. Puis rappelons-le, je pense, là, c'est de ne jamais hésiter à aller chercher de l'aide. Ne jamais hésiter à aller chercher de l'aide, que l'on soit la personne qui est en détresse ou que l'on soit un proche d'une personne en détresse. C'est effectivement un très bon conseil. Et lorsqu'on a besoin de services, je vous le rappelle, c'est quand même le mandat de notre organisme. Lorsqu'on aurait besoin de services et qu'on n'y a pas accès, que c'est pas offert ou que les listes d'attente sont interminables, c'est des raisons valables de porter plainte, il ne faut pas hésiter. Là. Et allons-y parce qu'il y a encore peut-être des choses, des idées, peut-être des légendes urbaines, je vais le dire comme ça, qui circulent, une incompréhension aussi peut-être tout simplement. Mais on pense souvent que les personnes qui souffrent de maladies mentales, finalement, sont violentes et dangereuses, à tort, évidemment. Là. Bien, effectivement, lorsqu'on prend le groupe des personnes qui ont un diagnostic en santé mentale de manière globale,
global, ben, le taux n'est pas plus élevé que dans la population en général, où les excès de colère et la violence sont quand même présents. Mais ça, c'est souvent une crainte que vont avoir les proches lorsqu'un membre de leur famille reçoit un diagnostic, particulièrement là, si on tombe dans des diagnostics de schizophrénie ou qui sont un petit peu plus sévères là, au niveau des atteintes dans le quotidien. Mais non, c'est une fausse croyance, particulièrement lorsque le patient collabore à ses soins, prend sa médication. Ce n'est pas des gens qui ont un potentiel de violence plus élevé que le reste de la population. Puis, je pense qu'on croit aussi que les gens qui peut-être souffrent de maladies mentales sont moins intelligentes que la moyenne, là, qu'il y a peut-être un déficit sur ce plan-là, cognitif. Là, Ça, je pense que ça prend naissance peut-être à deux niveaux. Tu sais, le premier, c'est qu'on confond parfois maladie mentale et déficience intellectuelle. C'est deux choses complètement séparées, puis des fois, ben c'est ça, la ligne peut être mince entre les deux. Mais il y a aussi la réalité que lorsqu'on reçoit un diagnostic de santé mentale, ou par exemple, je reprends ton exemple de burn-out là, ou d'épuisement professionnel, ben parfois, il faut prendre une pause. Il faut prendre une pause dans notre carrière ou il faut prendre une pause dans nos études pour prendre soin de soi. Puis ça peut occasionner un retard là, dans notre progression professionnelle ou scolaire qui peut être interprété après par des futurs employeurs ou par même nos proches comme « OK, non, il y a un problème au niveau de l'intelligence », alors que c'est pas du tout le cas. La maladie mentale ne fait aucune distinction, ni de classe, ni d'études. Ni de compte en banque, de portefeuille ou de... Non, ni de compte en banque, effectivement. Ça. Puis parfois, moi, j'entends encore ça, puis là, grand-papa, je t'aime, là. Mais des fois, j'entends encore ça. Oh, tout le monde déprime, là, ça arrive à tout le monde, puis faut pas s'inquiéter, là. Va-t'en dehors, va prendre l'air, puis ça va passer. Non, mais tu sais, il y a encore quand même cette pensée-là populaire. Oui, puis particulièrement lorsqu'on parle de nos aînés, on dirait que c'est normal de déprimer en vieillissant. Ben non, avoir des symptômes dépressifs, c'est jamais normal, peu importe l'étape où on est dans la vie. Puis particulièrement chez nos personnes aînées, qui sont plus à risque de développer des symptômes dépressifs parce que leur quotidien est souvent rempli de petits deuils au niveau de la mobilité, au niveau cognitif. Il y a de l'isolement, il y a le cercle social qui s'effrite un peu parce que les gens vieillissants, malheureusement, décèdent. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère si on voit un de nos proches qui a des difficultés au niveau du sommeil, qui n'a plus d'intérêt, qui ne fait plus les activités qu'il faisait avant. Au niveau de l'alimentation aussi, il y a des changements importants. Il faut investiguer. Ouais, puis, toujours en parlant de santé mentale, quand on énonce le fait que la maladie mentale, c'est pas vraiment une maladie, il y en a encore, je veux dire, c'est encore des choses qui perdurent malheureusement et signent dans l'espèce d'idée là, préconçue que c'est juste un manque de volonté puis que la personne c'est parce qu'elle ne se botte pas le derrière, puis elle s'en va pas... On va prendre l'air. Oui, c'est ça, on va prendre l'air. On va prendre l'air, puis ça va passer. Oui. Puis ça, je vous dirais que c'est quelque chose qu'on va remarquer, particulièrement chez les gens qui ont un proche, qui ont un diagnostic dans l'ordre de l'anxiété généralisée, par exemple. La dépression, souvent, va apporter, au bout d'un certain temps, ce genre de réflexion-là de la part des proches. Les troubles obsessifs compulsifs, les troubles alimentaires. Souvent, on se dit, ben là... c'est ça, donne-toi un petit coup de pied, là, puis, souris, parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues. Secoue-toi, puis active. Mais moi, je vais vous amener le parallèle. Si on prend, par exemple, quelqu'un qui a un cancer, puis qui est en traitement de chimiothérapie, il y en a qui réagissent bien au traitement de chimiothérapie, il y en a qui réagissent pas bien, il y en a que ça prend, on essaye différentes recettes avant de tomber sur la bonne formule. Mais il ne nous viendra jamais à l'idée d'aller voir notre proche puis de dire « Hey, secoue-toi, là, réagis à chimio, là, qu'est-ce que t'attends, là, guéris. » On n'aura pas ce discours-là. Non. Donc, c'est un peu la même chose lorsqu'on parle de santé mentale. Il y a différentes approches, il y a différentes familles de médicaments, il y a différentes thérapies. Puis parfois, une personne va hyper bien réagir rapidement, puis son rétablissement va être rapide, puis d'autres fois, non. C'est pas un traitement qui peut s'appliquer à chacun des profils ou à chacune des personnes, même si elle vit la même situation ou la même maladie, là, en quelque sorte. Donc, exact. Il ne faut pas oublier, c'est ça, juste pour continuer, il ne faut pas oublier que la personne qui souffre d'une problématique en santé mentale souffre réellement au même titre que si elle s'était cassé un membre. Donc, son souhait à elle aussi, c'est d'aller mieux. Donc, de mélanger ça de la paresse ou un manque de volonté,
il faut aller plus loin que ça. Oui, puis c'est parce que aussi, c'est pas, des fois, c'est pas écrit dans le front, c'est pas comme un bras qui est cassé, c'est pas visible, toujours, c'est pas tangible peut-être pour quelqu'un non plus qui veut pas que ça paraisse aussi. La personne elle-même veut peut-être le cacher à ses collègues de travail, à son entourage, à sa famille pour pas les inquiéter ou autre. Donc, c'est toujours important de se le rappeler. On a malheureusement plus le temps pour parler de... Parce qu'on aurait pu en parler encore, parce qu'évidemment, on peut, si jamais on a peut-être certains indices qu'on a, des problèmes de santé mentale, peut-être un risque plus élevé de vulnérabilité concernant notamment l'isolement, on l'évoquait, la tension, la chicane entre personnes et des proches, beaucoup d'autres choses. Mais je trouvais important quand même qu'on ait parlé. Et si on veut, comme mot de la fin, déposer une plainte auprès de vous, on le fait comment en terminant? Tout simplement en nous téléphonant, appelez à nos bureaux ou envoyez-nous un courriel. On répond généralement hyper rapidement. Merci beaucoup à toi, Josée. Merci. À bientôt. C'était récemment, vendredi dernier, 17 mai, donc cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, qui a lancé cette série de capsules des personnalités artistiques qui ont livré un message très fort qui a été livré dans plusieurs capsules. Pour nous en parler et revenir évidemment sur ces capsules qui sont toujours en ligne d'ailleurs au moment de se parler. C'est avec Jasmin Roy qu'on entend ce sujet. Salut Jasmin. Bonjour Alexandre. Merci d'être de retour dans cette émission. Ça fait plaisir. C'est un message qui est très fort. Pourquoi vous avez mené cette série de capsules tout d'abord? Bien, moi, j'ai mené... C'est parce qu'au départ, j'entendais beaucoup de jeunes qui parlaient de leur expérience. Tu sais, on me demandait de cacher mon orientation sexuelle. On me dit que c'était pour nuire à ma carrière. Ça se faisait dans les écoles de théâtre. Ça se faisait par les agents de casting, les agents, même les gens du milieu. Puis là, je disais, voyons, c'est ce qu'on me disait, moi, il y a 30 ans. Là, tu sais, moi, quand j'ai commencé comme comédien, on nous disait, dis pas que t'es gay, ça va nuire à ta carrière, ça sera pas bon. Puis, il semblerait qu'il y a encore cette terreur-là qui est omniprésente dans le milieu. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller de l'avant avec ça. Parce qu'on ne parle pas juste de cacher son orientation sexuelle, là, parce qu'on parle aussi des réalités trans. Mais ça m'a vraiment touché. Parce que je me suis dit, voyons, on est en 2024. Là. Moi, à mon époque, c'était une chose, là, mais là, il faut que ça change. Donc, puis d'ailleurs, c'est assez précis comme la question là, quand vous annoncez cette campagne-là de diversité sexuelle et de genre. Le milieu artistique est-il vraiment inclusif? La réponse? La réponse, c'est... Est-ce que c'est nuancé maintenant? C'est plus nuancé qu'on pense. Okay. Tout le monde va penser là, à l'extérieur du milieu artistique que c'est très inclusif, qu'on fait la promotion de la diversité. Pour certains artistes LGBTQ+, ça fonctionne. Pour d'autres, surtout les jeunes qui commencent ou ceux qui sont les moins connus, on dirait que le traitement n'est pas tout à fait les mêmes. Tu sais, quand tu es une vedette dans ce métier-là, le traitement n'est jamais le même que les autres personnes moins connues. Et ce qu'on comprend aussi, qui est un peu dénoncé dans les capsules, c'est que aussitôt que les gens savent que tu es gay, que ce soit les agents de casting, que ce soit les producteurs, les diffuseurs, ils vont dire « Ouais, mais là, le monde ne croira peut-être pas qu'il est capable de jouer un hétérosexuel, mais que l'autre côté n'est pas nécessairement vrai. » Donc, c'est toujours, il y a comme un double standard qui est encore omniprésent. Puis à un moment donné, c'est pour ça que les gens disent « Cache-toi », parce que sinon, s'ils le savent, c'est pas tant de l'être, c'est que le public le sache. Le public le sache et que les gens du milieu le sachent aussi, parce qu'ils vont se faire dire, bien, on a remarqué que, ou des choses comme ça, et ça, c'est inquiétant. Bien, d'avoir un veston, d'une certaine époque, je pense, de juste porter un veston. À mon époque, tu t'as fait casser la gueule avec un veston rose. Ah oui, à ce point-là? À l'école, bon Dieu, oui. Ah oui, à ce point-là. On ne pouvait pas porter des chemises roses quand on était un homme. Là. Moi, quand j'étais jeune, oui. Je ne sais pas, t'as quel âge? Moi, j'ai 36. Dans le fond, je l'ai avoir. C'est ça, t'es encore jeune. Oui, j'ai mis trentaine, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais je veux savoir aussi parce que là, est-ce que c'est le public qui est avant-gardiste et que c'est le milieu qui est conservateur? Est-ce que c'est parce que on parle de casting tantôt, d'agences qui passent des auditions, puis il me semble, moi, autour de moi, c'est peut-être moi aussi, là, je vis peut-être dans un milieu qui est très, peut-être plus ouvert, je sais pas, mais j'ai beaucoup de gays, lesbiennes, des gens de la communauté LGBTQ+, autour de moi, mais comme téléspectateur, je sens pas ça. Mais est-ce que c'est les gens de l'industrie, peut-être? Moi, je crois que des fois, il y a des perceptions à savoir... Exemple, on va dire, lui, on sait qu'il est gay, fait qu'on lui offrira pas une palette aussi grande qu'un hétérosexuel. Okay.
Un hétérosexuel qui joue un gay, là, c'est fantastique. Tu sais que il y a je sais pas, je pense qu'il y a une quinzaine d'artistes américains qui ont gagné des Oscars en jouant des gens qui étaient homosexuels là, dans des personnages. Là. Donc, c'est encensé, c'est adulé. Puis, on vit dans un star system où c'est majoritairement des hétérosexuels qui sont là. Fait que c'est sûr qu'on veut avoir, puis maintenant, bien, les diffuseurs veulent des vedettes, ils vont chercher là-dedans. Ouais. OK? Fait que, mais il va falloir créer quelque chose de nouveau. On demande la réflexion, même par rapport aux personnes trans. On veut inclure des personnages trans dans les séries, mais tu sais, les personnes trans, ils vivent souvent des situations précaires, ils n'ont pas accès au travail comme les autres. Fait que c'est sûr que si tu vas puiser, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne qui peut jouer des homosexuels ou des trans, c'est pas ça la question. La question c'est que si tu veux vraiment être inclusif dans ta série télé ou au cinéma, bien, tu vas aller chercher des personnes qui font partie de cette communauté-là pour justement montrer qu'ils peuvent avoir un travail comme tous les autres. Ouais. Puis je fais une parenthèse, mais aussi de représenter le Québec de 2024, c'est tout ça, justement, la diversité culturelle, sexuelle, et plus que jamais. Alors, il faut avoir une télé qui nous représente aussi, pas seulement que de donner du travail aux gens de l'industrie, mais je pense dans les bons sièges ou d'avoir justement une personne homosexuelle qui joue justement un gay, par exemple. Mais je pense que c'est de représenter, que notre télé soit l'identité d'un Québec qui est diversifié. Qui est diversifié, C'est plus le Québec que j'ai connu dans les années 70 quand j'étais petit, moi, là. C'est tout à fait d'accord avec toi. Puis là, il y a plusieurs personnalités qui y prennent part. Maxime Carbonneau, Danny Boudreau, Joseph Belrose. Je pourrais continuer, là. Emmanuel Jonio, Geneviève Labelle. Comment les a choisis? Est-ce que vous avez été à eux pour ces témoignages-là? C'est Michel Langevin qui a travaillé là-dessus, un collègue à moi, un ami aussi. Puis il les a approchés. Puis on avait quand même une bonne liste. On aurait aimé ça avoir plus de femmes. On a quand même 2 personnes trans. On a essayé d'être le plus diversifié possible. Puis aussi des gens issus des communautés culturelles. On a essayé de représenter le plus de gens possible, mais avec les moyens qu'on avait. Aussi, puis il y a 4 capsules qui ont tous un thème différent. Évidemment, le double standard, entre autres, qu'on abordait, l'emploi entre les artistes LGBTQ+, l'homophobie, une transphobie. Comment les a choisis d'ailleurs ces sujets-là? Parce qu'on aurait pu aller. Honnêtement, le thème, c'était diversité sexuelle et de genre. Le milieu artistique est-il vraiment inclusif? Oui. Puis après ça, moi, on a tourné. J'avais presque 10 heures de bobines à décortiquer. Puis les thèmes sont ressortis d'eux-mêmes. Quand on parle de cacher son orientation sexuelle, ça, c'est un thème qui était vraiment... On en a coupé même parce que c'est récurrent. Quand on parlait des doubles standards, quand on parlait aussi des comportements homophobes, transphobes, à savoir qu'il y en a même qui disent qu'ils ont connu des gens qui l'ont vécu de façon frontale. Et aussi, la dernière, c'est qu'est-ce qui manque au milieu culturel pour être vraiment inclusif? Là, c'est la question. Puis on donne des pistes de solutions parce qu'on ne peut pas juste aller là puis parler publiquement, dire il y a des problèmes parce que je pense qu'il y a aussi des solutions. Puis je pense qu'on est à une bonne époque où le milieu artistique est de plus en plus ouvert à ça. Mais là, on leur demande d'aller un peu plus vite. Ouais. Et ça passe quoi par le gouvernement qui intervient, Ça va passer par les unions qui représentent les artistes, ça va passer par les diffuseurs, les agents de casting, même les écoles. On le voit dans les écoles de théâtre qu'il y a une pression là-dessus. Donc, je pense que c'est un écosystème. Aussi, ou peut-être? Peut-être que le ministère de la Culture va pouvoir mettre en tout cas, peut-être de l'avant des formations ou de la sensibilisation, mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire là-dessus. De créer peut-être des campagnes de sensibilisation. Mais je pense que le milieu est capable de se réguler de lui-même. On l'a vu avec les communautés culturelles. À un moment donné, on n'en voyait pas, puis là, tout d'un coup, on en voit. Puis on se faisait souvent dire, moi, je me rappelle, là, dans les années 90, il n'y en a pas, il y en avait. On n'allait pas les chercher. Oui, c'est ça. Il y avait à peu près juste Normand Brathwaite qu'on voyait à la télévision ou quelques personnes, personnalités connues. Il y en avait. Et c'est ça. Comme tu dis, il y en avait beaucoup. Alors, c'est à voir sur fondationjasminroy.com. Les capsules qui sont Vous pouvez les partager aussi sur les réseaux sociaux. C'est déjà au moment de faire notre entretien. Ça a déjà été relayé. Les gens en ont vu quelques extraits, mais je pense que c'est d'autant plus pertinent de les inviter à vraiment les écouter de manière complète. Et je veux qu'on prenne encore un peu de temps parce que là, il y a cette étude aussi que vous menez, là, une étude à l'échelle canadienne, si on peut dire.
justement pour un peu démystifier. Justement. On trace un portrait de situation Ben, c'est sur ça, là. l'ensemble du Canada, Exact. sur les réalités de la Ouais. diversité sexuelle et de genre, compris les hétérosexuels, Aussi. cisgenres. Tout le monde fait partie Était de inclus, ça. là, justement. Quand Et on parle ce qu'on d'inclusion. cherche, c'est d'avoir le plus de répondants, puis on termine dans 2 semaines, Et là, les résultats qu'on devrait connaître quand? au mois d'août. Au début mois août. d'août. Ouais. Est-ce que déjà, je comprends, on va On attendre. n'a là. pas analysé quoi que ce soit encore. Ah, pas encore? Non, Mais non. déjà, ce qu'il y a quand Mais même. on a un énorme échantillonnage à OK. date. Oui, on va être... la marge d'erreur va être tout petite. OK. Et vous êtes donc content de la participation là, jusqu'à présent? Là, On est vraiment... Moi, c'est au-delà de mes espérances. OK, ah oui? Ben oui, j'en voulais 4 000, on est rendu à 6 000, on va peut-être se rendre entre 7 et 8 000. Là. Oh! Oui, non, c'est... Puis dès maintenant. Juste LGBTQ, là. Oui, oui. Ben non, mais c'est. Tant C'est mieux. énorme. On On, se est très réjouit, heureux. là. Oui, On on se se réjouit. puis, Ouais, je fais des danses du bonheur des fois chez nous tout seul. Ça donne quoi, une danse du bonheur? C'est ça. Ah, OK, mais là. Tu fais pas ça, toi, des danses du bonheur? Moi, je danse d'habitude de haut en bas. Là. Je danse. Ah oui, OK. Ben oui, j'ai une danse du Ben, bonheur. toute une nouvelle génération, toi. C'est Nous pas- autres, on est plus... Ah oui? ouais, C'est- comme ça. OK, OK. C'est de Sautiller, non, c'est Ah. pas ma génération. OK, ça. OK, bon. J'aurais aimé Vous ça êtes faire. plus frivoles, vous autres. votre Peut-être un génération. peu. C'est peut-être une question de génération. Jasmin Roy, c'est un plaisir. Merci, merci de évidemment. l'invitation. Pour répondre à l'étude, c'est sur le fondationsjasminroy.com aussi. Tout est là-dessus. J'ai vu justement l'étude, là, je me promets d'aller, pas juste parce que je le dis à l'écran, mais je me promets aussi d'aller le faire d'ici la fin mai. Parfait. C'est une promesse. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Royaume de la planète des singes, c'est le film qu'on aborde immédiatement avec Nicolas Vincent Poirier. Salut Nico. Salut Alex. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un autre film lié à la saga de la planète des singes? Est-ce qu'on avait besoin d'un 10e film de la planète des singes, sans parler de la télésérie qui a eu là, très, très, très longtemps? Alex, à chaque fois que j'entends parler de la planète des singes ou que j'entends parler qu'il y a un nouveau film qui est en train de se faire de la planète des singes, puis on s'entend que tout ça a recommencé en 2001 avec Tim Burton, sa version de la planète des singes, à chaque fois que j'entends un nouveau projet comme ça qui arrive, je me sens un petit peu comme dans Les Simpsons, parce que c'est le genre de blague. C'est arrivé tellement souvent que les Simpsons ont fait des blagues sur la planète des singes. Et pas juste les Simpsons, mais tellement, tellement de comédies. On peut penser à Austin Powers. C'est la grosse joke depuis toujours, la planète des singes. Et rendu là, écoute, le titre de ce film-ci, ça s'appelle Le Royaume de la planète des singes. Si on regarde tous les autres titres précédemment de ces films-là, tu peux les interchanger, puis ça change à peu près rien. On va les regarder ensemble, OK? Le premier, en 68, La planète des singes, OK, le titre classique. En 70, Le secret de la planète des singes. En 71, Les évadés de la planète des singes. En 72, La conquête de la planète des singes. En 73, La bataille de la planète des singes. Oups, en 2001, Tim Burton, comme on garde ça classique, La planète des singes. On arrive Avec en 2001. Mark Wahlberg, hein, celui-là. C'était celui-là? Oui, tu as OK. raison, oui. En 2001? Oui, 2001 OK. avec Mark Wahlberg. Après ça, bon, ça n'a pas marché. Le reboot de 2001 n'a pas vraiment marché. On attend quelques années, 10 ans, et en 2011, on fait un reboot de ça. Et on commence avec le titre « La montée de la planète des singes ». En 2014, « L'aube de la planète des singes ». En 2017, « La guerre de la planète des singes ». Et là, c'est quoi? C'est le royaume de la planète. Ça veut rien dire. Tout est interchangeable. Ben oui, mais, Ça veut absolument rien mais dire. tu t'attendais-tu vraiment à une révolution? Mais Non, quoi qu'il- absolument pas. C'est juste que je trouve ça tellement drôle. À la fois, les titres qu'ils pensent, ils pourraient seulement appeler ça la planète des singes 10. Et voilà. C'est qu'on... Il n'y a personne qui va aller voir ce type de film-là puis qui va se dire, mon Dieu, mais c'est vraiment juste des singes? Non, tu le sais dans quoi tu t'embarques. Tu le sais exactement. Mais, Donc- mais est-ce que tu es comme moi, aussitôt que je vois arriver justement, que ce soit là, bon, peu importe le nom, là, mais la planète des singes, bon, avec la franchise, je me dis toujours encore un film sur la planète des singes, mais je vais encore le voir quand même. Je me laisse toujours prendre au jeu, puis finalement, j'en sors toujours de la salle avec, pas en me disant que c'est un grand film, mais que c'est un bon divertissement, puis évidemment que j'ai quand même passé un bon moment au cinéma. Est-ce qu'on peut dire ça de ce film-là quand même? Oui, bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est la même chose quand je vais voir un film de la planète des singes. Les bandes-annonces, je suis pas capable de les regarder. Je trouve ça déprimant. Les bandes-annonces de tous ces films-là, pour moi, sont extrêmement pénibles. Et finalement, je vais voir le film, puis hey, mais c'est vraiment, vraiment bon. J'ose pas le regarder une deuxième fois, ces films-là, parce que je vais vraiment encore plus me sentir comme dans Les Simpsons. Ça fait que c'est la seule et unique fois. Ce film-ci,
Je l'ai bien apprécié, tout comme les autres. Il est un petit peu moins bon que les autres, mais quand même, il est très bon. Pourquoi il est moins bon que les autres? Parce que je dirais que ce film-ci, bon, premièrement, il dure 2h25. Trop long? Non, c'est pas qu'il est trop long, c'est qu'on focus beaucoup plus sur les singes. Dans les autres films, les humains prenaient énormément de place, mais dans le dernier film, eh bien, à cause d'une bactérie, eh bien, les humains ils sont devenus sont beaucoup moins intelligents, ne parlent plus. Donc, ce film-là est vraiment basé sur les singes, leur communauté, et dans le fond, une communauté qui va en attaquer une autre au début du film. Et c'est vraiment, comme le réalisateur l'a dit, Wes Ball, ce film-ci, le quatrième dans ces reboots-là depuis 2011, en tout cas, c'est le début d'une nouvelle trilogie. On peut penser que c'est directement la suite du dernier de 2017, rappelons-le, la guerre de la planète des singes. Il n'y a pas eu plus de guerre dans celui-là que dans celui-ci, mais bon, pourquoi pas? On pourrait déjà se projeter pour le début. Il y en a deux autres qui s'en viennent, oui. Alex, je te le dis tout de suite. Il va y avoir encore le nom des singes dans... C'est sûr et certain. Rendu là, trouve un mot et mets la planète des singes à côté et ça marche. La chaise de la planète des singes, le studio de la planète des singes, n'importe quoi, puis il n'y aura pas de problème, ça va marcher. Évidemment, ce film-ci, c'est le début d'une nouvelle trilogie qui ne ressemble pas à la précédente parce que dans la précédente, c'est vraiment, le film de 2011, c'est vraiment comment est-ce que les humains, bon, évidemment, nous, on domine le monde et comment est-ce que les singes vont tranquillement commencer à prendre le contrôle. Avec le travail qui a été fait en laboratoire, là, en quelque sorte, pour créer une race là, de singes, c'est-à-dire supérieure, là, qui est capable de s'exprimer puis capable de faire un peu comme les humains des trucs, finalement, pour communiquer. Là. Exactement. Tandis que, puis bon, plus les films avancent dans la précédente trilogie, plus les singes prennent de la place, deviennent intelligents et les humains deviennent de plus en plus nono. Tandis que dans celui-ci, c'est vrai. Continue. C'est vrai, ils savent même plus. J'ai le fou rire actuellement. Ça paraît pas. Mais dans cette nouvelle trilogie-ci, Alex, comme le réalisateur disait, c'est de focusser sur une société de chasseurs-cueilleurs, où ce que les singes sont à peu près rendus. Donc, l'idée que dans un futur prochain, on va se retrouver avec un film qui ressemble vraiment, où les singes sont rendus dans le film La planète des singes de 1968 ou 2001, c'est pas du tout sur le bord d'arriver parce que vraiment, les studios prennent leur temps avec ça et peut-être qu'on va être vivant quand finalement on va voir un film comme ça qui se passe vraiment avec leur même technologie de 1968 ou de 2001, là, parce que vraiment, le but, c'est d'étirer la sauce au maximum. Ce projet-là, Alex, a commencé en 2019. Est-ce que tu sais pourquoi ce projet-là a commencé? Non, mais je sais que tu vas me le dire. Est-ce que c'est à cause de la pandémie? Je ne sais pas. Non, c'est vrai, en 2019, il n'y a pas de pandémie. C'est pas tout à fait à cause de la pandémie. C'est parce qu'en 2019, eh bien, tu as Disney qui a acheté 20th Century Fox pour 71 milliards de dollars. Puis, c'est sûr que des fois, quand tu achètes quelque chose de cher, c'est normal de faire du temps supplémentaire pour être capable de rentrer dans ton argent. Et là, dans ce cas-ci, ils se sont dit, go, il faut faire du cash là. La planète des singes. Voilà. Mais si je ramène un peu, parce que j'ai lu qu'il y avait beaucoup de combats comparativement à d'autres films de la planète des singes, semble-t-il qu'il y a des scènes inutiles aussi, puis qu'il y a beaucoup trop de combats, justement. Je la ramène. Puis que ça a perdu un peu ce qu'on retrouvait dans les films un peu de la planète des singes, c'est-à-dire un peu une sorte de conscience de l'humanité en travers notre lien avec la nature, envers les animaux, envers les autres espèces que nous, les humains, finalement. Puis semble-t-il que là-dedans, on n'a rien de ça, puis que ça perd un peu l'essence, justement, de tous les autres films qui avaient quand même comme une sorte de réflexion, finalement, à réfléchir sur le sort de l'humanité. Je comprends que c'était pas ça qui était dans la vitrine, mais il y avait quand même toujours ça en filigrane, réflexion. Puis ça a l'air que ce film-là ne l'a pas du tout. Oui, tu as raison là-dessus, Alex. Oui, en effet, il ne l'a pas vraiment parce que ce côté-là provient des personnages humains. Ouais. Mais dans ce cas-ci, bon, il y en a une seule. Ouais. OK, donc c'est très, très, très limité. Vraiment, les singes, on comprend qu'ils commencent à développer une nouvelle société et que lentement, bon, ils trouvent des vestiges des humains et certains, bon, se posent des questions sur qu'est-ce que c'est. Bon, donc on essaie vraiment de comprendre ce que certains de ces vestiges-là sont
Et le côté humain, on l'a très peu. Et en effet, c'est ce que je trouve dommage. Mais d'un autre côté, les effets spéciaux dans ce film-là sont excellents. Donc oui, il y a plus de batailles entre singes, évidemment, et c'était le but, parce que le réalisateur, ce qu'il voulait faire, c'est, je ne sais pas si, pour ceux qui s'en rappellent, le film Apocalypto, je pense que c'est en 2006 que le film est sorti, le film réalisé par Mel Gibson. Le but, c'était de faire une espèce de film de la planète des singes, mais avec le thème Apocalypto, là, une société qui vient en capturer une autre pour, je ne dirais pas pourquoi, là. Et donc, on est un peu là-dedans, et grâce à ces bons effets spéciaux-là, les batailles qu'on voit dans le film, c'est extrêmement bien fait et c'est très agréable pour ça. On a encore un peu de temps ensemble parce que arrive en fin de semaine, on continue dans la sortie de plusieurs blockbusters. Moi, j'attends beaucoup ce film sur Amy Winehouse, cette chanteuse qui, dans les années 2000, a connu une fin tragique, problème de consommation, problème personnel. Elle a connu la gloire un peu malgré elle, avec plusieurs chansons, dont la chanson Rehab, qui porte malheureusement bien son nom parce que c'est ce qu'elle a vécu pas mal tout le long de sa vie. Avec Back to Black. Je ne sais pas si toi, tu as un film en mai qui s'en vient que tu vas surveiller, par exemple. Furiosa. Ah oui, à ce point? Furiosa, George Miller, c'est un excellent réalisateur et le tout dernier Mad Max, je peux presque dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est magnifique et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire avec Furiosa, qui est un spin-off, dans le fond, de Mad Max, qui suit le personnage de Furiosa qui était dans le film précédent. Et avec Charlize Theron, je pense. Exactement, mais là, je ne me rappelle plus de l'actrice qui interprète son rôle dans celui-ci, là. Mais c'est quelque chose qui me fascine beaucoup parce que l'idée de faire des spin-offs et des univers cinématographiques, bon, on le sait que c'est très à la mode ces temps-ci, et que George Miller décide d'aller dans cette direction-là. Le nom Mad Max, il aurait juste pu dire « je fais un autre Mad Max », et voilà, tout le monde sait ce que c'est, ça va rapporter de l'argent évidemment, mais de dire « je m'en vais dans une autre direction », je suis curieux de voir ce qu'il va faire avec ce personnage-là parce que dans le tout dernier Mad Max, je me rappelle beaucoup plus de Furiosa que de Mad Max. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Mais moi, j'avais été dans cette façon de relancer, si on peut dire, j'ose dire, la franchise de Mad Max, là, oui. Parce que l'ancien datait des années 80, on se rappelle avec Tina Turner. J'avais trouvé que c'était un rythme infernal. J'avais adoré l'esthétisme de ce film-là, autant sur le plan visuel, la direction photo, que des comédiens, des acteurs-actrices. C'était comme un peu futuriste, mais en même temps, à la fois aussi, avec, tu te rappelles de la guitariste qui jouait sur le camion. Oui, sur le camion. Ah. J'aimais ce côté très inventif et créatif de faire du cinéma aussi. Bien, ce qui est le fun avec George Miller, c'est que non seulement, évidemment, il y a le talent pour, il y a la carrière qui vient avec, mais depuis les années 80, il pensait à faire ce film-là, donc il a eu le temps d'en avoir des idées. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça avait un look si particulier, le tout dernier Mad Max. C'est pour ça que Furiosa, moi, j'ai vraiment hâte. Mais en attendant, Alex, il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'il va y avoir d'autres films, La planète des singes. C'est le début de nouvelles trilogies parce que de toute façon, avec un budget de 160 millions, le film a fait 131 millions à travers le monde dans sa première fin de semaine. Il va en avoir jusqu'à la fin des temps, ces films-là. Merci, Nico. Merci, Alex. Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez rattraper tout notre contenu, nos émissions sur notre chaîne YouTube, également vos commentaires, vos suggestions sur notre page Facebook tvrl.ca. On vous invite à jouer au bingo avec nous tous les dimanches 9h30 cette semaine. Notamment, ce que vous pourriez gagner 3 500 $, dont 2 300 $, la carte pleine et un super bingo, 4 000 $ en lot total. Je veux remercier également les artisans de cette émission, Jacques, Daniel, Lucette, il y a également Alain qui collabore, Sophie et aussi Simon à la réalisation. Et on va se quitter avec un extrait de cet artiste qui nous a quittés. On l'apprenait plus tôt cette semaine, cette triste nouvelle, le décès de la chanteuse Mélanie Renaud à l'âge de seulement 42 ans. Elle qui combattait un cancer depuis quelques temps déjà. Elle aura marqué le Québec pour cette chanson « Je m'en veux ». Je vous dis à très bientôt. Pourquoi je sais pas dire non quand tu me